va commencer. Vous pouvez vous asseoir, peut-être vous approcher un petit peu, ou si vous voulez rester debout, ce sera votre choix. Donc, bienvenue à cette réunion qui est pour nous importante. Pour vous, j'espère qu'elle le sera aussi. Mon nom c'est Pierre Perrec, je suis directeur général de l'association de soccer Chaudière-Ouest et donc j'ai le plaisir d'introduire la réunion, de commencer la réunion. Après ça, je laisserai la parole à Mathieu Carrière, notre directeur technique. Donc, est-ce que vous m'entendez au fond? Oui. Parfait. Mathieu, est-ce que oui. Fait qu'on filme la présentation. Elle sera disponible sur Internet, sur la chaîne YouTube du club. On est content de voir qu'il y ait beaucoup de monde. La date est pas évidente. On a certaines contraintes en début d'année quand on planifie nos réunions et on n'avait pas trop le choix de la faire à ce moment-ci pendant la semaine de relâche. Donc, on y va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout laissez lever la main et poser la question, il n'y a aucun problème. Donc, petite présentation, présenter quelques points importants pour nous. Donc, l'anniversaire du club, on fête les 15 ans du club cette année, l'arbitrage, la culture du club, et ensuite différents points qui sont importants pour nous et qui rejoignent surtout l'aspect technique. Donc, les 15 ans du club, l'ASCO, c'est la fusion de Saint-Nicolas-Southampton en 2002. La fusion, on a fêté les 10 ans en 2012 et cette année on fête le 15e anniversaire. Donc vous allez voir différentes activités qui vont passer tout au long de l'été et vous serez amenés le 15 juillet à participer à cet anniversaire du club. L'arbitrage, c'est un point important parce que cette année il va y avoir beaucoup de jeunes arbitres au club. D'accord ? Il y a aussi un élément important pour nous, pour vous, pour les joueurs, il va y avoir des nouvelles règles. Donc il va y avoir, au début du printemps, quand on va commencer à aller à l'extérieur, on va organiser des entraînements et il y aura des matchs simulés où les arbitres seront en formation avec le personnel du club qui s'occupe de l'arbitrage. D'accord ? Et ça va nous permettre de découvrir les règles, d'accord, puis d'apprendre les règles, puis de mieux comprendre ce qui va se passer cet été. Ce n'est pas des changements majeurs, mais étant donné qu'il va y avoir beaucoup de jeunes arbitres avec des nouvelles règles, mais on peut s'attendre à des situations un petit peu peut-être confuses durant l'été, d'accord. Puis un point aussi sur l'arbitrage, un peu comme l'aspect technique, mais ces rencontres-là, ça va nous permettre de mieux peut-être apprendre, de mieux connaître l'arbitrage, et peut-être de faire attention à ce qu'on dit sur le bord des terrains l'été, d'accord ? Étant donné qu'il y a de jeunes arbitres, il y a de fortes chances, durant l'été, s'il arrive des situations conflictuelles ou problématiques, qu'on protège nos jeunes arbitres, d'accord ? Il y aura des échanges, il y aura des discussions, mais on fait attention à protéger les arbitres pour qu'ils restent dans le club et pour éviter qu'ils arrêtent, puis qu'ils fassent d'autres choses, puis qu'on soit à chaque année obligé de recruter énormément d'arbitres. D'accord, donc il y a environ 15-16 nouveaux arbitres avec qui on va travailler, on va les accompagner, mais on va devoir aussi faire attention à ce qu'on peut dire sur ces jeunes arbitres. Au niveau de la culture du club, c'est des petites choses qu'on développe depuis quelques années. On veut consolider le sentiment d'appartenance que les jeunes ont vis-à-vis du club. Donc il y a différentes activités qui sont importantes pour nous. Le camp préparatoire en est une, ce qu'on fait à l'aéroport depuis maintenant presque 10 ans. On a rencontré le 10 décembre dernier les championnes canadiennes de l'Université Laval. Il y a des joueuses qui ont été championnes canadiennes, qui ont joué pour les Rapides. On avait organisé une activité avec les jeunes filles, ça avait bien répondu. Et ce dimanche, elles vont faire l'entrée protocolaire du match du Rouge et Or contre l'UQAM. D'accord ? Le challenge de Noël, challenge barbecue, qui sont des activités pour les jeunes pour fêter un petit peu à différents moments dans l'année. C'est très convivial, c'est des 3 contre 3, 4 contre 4, du format du jeu réduit, puis c'est mixte, on mélange tout le monde et c'est vraiment très apprécié des jeunes. Ce qu'on va mettre en place cette année, c'est l'entrée protocolaire aux équipes 3, c'est-à-dire qu'on a 3 équipes 3 au club.
on va essayer de jumeler une jeune équipe de la Ligue de développement avec une équipe 3A, d'accord, pour faire l'entrée protocolaire, pour découvrir un petit peu ce que c'est que le niveau élite, découvrir ce niveau de jeu-là, et parrainage 3A. Ce qu'on souhaite mettre en place en lien avec l'entrée protocolaire, c'est que la semaine qui précède le match, qui est des joueurs ou des joueuses 3A qui viennent voir jouer les jeunes qui vont faire l'entrée protocolaire. D'accord ? On va essayer de créer un lien entre les jeunes de la Ligue de développement et les joueurs qui jouent 3A. D'accord ? Essayer que les jeunes joueurs s'identifient, se reconnaissent et aient envie de jouer à ce niveau-là. Donc on veut consolider ce sentiment d'appartenance-là. Et au club, depuis plusieurs années, on donne la chance à des jeunes entraîneurs de prendre en charge une équipe comme assistant, parfois comme entraîneur. Puis c'est des jeunes qui ont joué à un certain niveau, un niveau 3A ou même 2A ou même local. Mais on donne la chance à des jeunes de redonner ce qu'ils ont pu recevoir dans le passé. D'accord ? Donc c'est des petites choses importantes pour nous qui vont venir cet été, puis avec à l'avenir consolider le sentiment d'appartenance que les jeunes ont envers le club, puis aussi les parents. Direction technique, je vais laisser la parole à Mathieu Carrière qui va vous présenter les membres de la direction technique, puis qui va poursuivre la présentation. Merci. Donc, bonsoir à tous. La première chose, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, les membres de l'ADT. Merci. Les membres de l'ADT, donc Monsieur André Levasseur. Tu peux te lever, André. Faire un petit coucou, André Levasseur. Monsieur Mathieu Michel. Monsieur Patrick Caron. Monsieur Jérémy Jobin. Et il manque Alexandre Fournier qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui fait aussi un gros travail avec nous. Le premier point sur lequel on va discuter, c'est un petit peu le développement du joueur, vous montrer un petit peu tout ce qu'on met en place pour nos jeunes. Donc notre objectif, c'est qu'à partir d'un certain nombre de joueurs U8, on prenait l'exemple de 2015, on avait 120 joueurs GAFI U8, que nos équipes, qu'on en retrouve plus de 70% en U14. Que ce soit niveau A2A, que ce soit niveau local. C'est-à-dire qu'on aimerait que nos joueurs continuent année après année avec tout le plaisir qu'ils ont à jouer, tout le développement qu'ils ont eu dans le club, qui continuent à jouer chez nous. On a fait 3 actions principales depuis quelques années. Donc on a réduit le nombre d'équipes chez les Rapides, c'est 2 maximum par catégorie et par sexe. Donc mettons 2 équipes U9 filles, 2 équipes U9 gars, etc. On a créé des entraînements, donc CLD, c'est Centre Local de Développement pour nos équipes U8 à U10 locales. Ce qui veut dire qu'il y a une pratique par semaine, même pour le local. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui font ça. Et la dernière chose, on a imposé un entraînement de niveau par équipe. C'est-à-dire que minimum 1 fois par semaine, les petites filles, mettons, d'une équipe D2 vont s'entraîner avec les filles de l'équipe D1. Donc ça, de U9 à U12. Ça se peut que ce soit 2 fois par semaine, c'est selon les catégories, mais c'est une fois minimum. Donc ce qu'on veut, c'est créer du lien entre le local, le A, le 2A, puis le 2A, le 3A, que chacun puisse avoir sa chance d'aller jouer à un meilleur niveau si à un moment il est rendu là dans son développement. Donc cheminement vers la ligne de développement, donc on parlait un petit peu des 8 qui sont ici. Les 8 sont considérés encore comme du niveau local. Les 8 ont un CLD, donc un entraînement par semaine plus un match. Lorsque les jeunes arrivent en U9, U10, il y a 2 possibilités. Soit ils rentrent dans les rapides ici en rouge, soit ils restent dans le local ici en bleu. Chez les rapides, c'est 2 entraînements par semaine plus un match, 3 activités. Puis dans le local, ça reste, dans le local, ça reste 2 activités, donc un CLD, un entraînement plus un match. Arrivé en U11, U12, chez les rapides, c'est la même chose, 3 activités. Et dans le local, c'est 1 à 2 matchs par semaine, plus éventuellement des invitations à remplacer dans les équipes des rapides, dans le A ou dans le 2A. Être un rapide, qu'est-ce que c'est? C'est être un joueur de niveau compétitif, ce qui implique certaines choses. Au niveau des présences, on souhaite que la présence en dehors des périodes de vacances, la présence soit obligatoire aux 3 activités par semaine.
Évidemment, lorsque vous partez en vacances, vous avez tout à fait le droit, c'est l'été, c'est normal, mais on souhaite que l'entraîneur en soit avisé le plus tôt possible pour lui permettre de s'organiser, pour lui permettre d'aller chercher des remplaçants aussi dans le local ou dans l'équipe de niveau inférieur. L'heure d'arrivée, nous on considère qu'il faut être là 30 minutes minimum avant les matchs dans le compétitif. Donc, si vous avez l'habitude d'arriver 15 minutes avant le match, c'est un petit peu difficile pour l'entraîneur de s'organiser. Donc, essayez vraiment de respecter l'horaire qu'aura fixé l'entraîneur. Et au niveau du tournoi, c'est 1 à 2 tournois par saison, de l'hiver, de l'été. Évidemment, en cas d'absence, il faut là aussi prévenir l'entraîneur le plus vite possible, qu'il puisse faire appel à d'autres joueurs pour que l'équipe soit complète. Au niveau des équipes qu'on prévoit de faire, ça sont vraiment nos prévisions, on espère pouvoir tenir ça. Donc c'est 16 équipes, c'est-à-dire 2 équipes par sexe et par catégorie dans notre ligue de développement, donc 16 au total. On a mis récemment, je vous dirais, depuis 1 an, mais plus particulièrement cette année, des documents de référence en place. L'année passée, on avait mis un document ici, situation de référence, qui sont des exercices types de U9 à U18 que les jeunes vont retrouver d'année après année, un petit peu modifiés quand ils grandissent, mais c'est les mêmes exercices. Le plan d'action, je ne détaillerai pas, il est renouvelé cette année en 2017 avec des nouvelles mesures pour le développement des jeunes. Par contre, ce que je vais développer dans quelques diapos, c'est ici vous montrer le projet de jeu qu'on vient de mettre en place. C'est un projet de jeu par zone sur le terrain et un petit peu la restructuration de notre ligue de développement qu'on a débuté cet hiver. Donc au niveau justement de la ligue de développement, ce qu'on a mis en place cet hiver, ce sont des responsables de niveau, c'est-à-dire qu'on a un entraîneur, assez souvent des membres de l'ADT, qui sont responsables de toute la catégorie. Ça veut dire qu'ils vont coacher les D1, ils vont coacher les D2, notamment dans les pratiques communes. Ce qui veut dire que les D2 vont bénéficier d'une qualité d'entraînement qu'ont aussi habituellement les joueurs ou joueuses de la D1. Ensuite, au niveau des suivis, on a vraiment amélioré ça encore cette saison. C'est-à-dire qu'au-delà des suivis, au niveau des matchs et des entraînements, on remplit un fichier de présence. Donc on sait exactement le petit joueur U9, le petit joueur U10, combien de matchs il a fait en D1, en D2, combien d'entraînements il a été présent, choses comme ça. Également, les responsables de niveau mettent par écrit toute leur planification de saison. Donc on a vraiment une structure, une ligne directrice dans toutes nos catégories. On sait exactement qui fait quoi à quel moment. Et évidemment, les joueurs là aussi sont rencontrés au cours de la saison. Certains, c'est en plein milieu de la saison, certains préfèrent le faire un petit peu plus tard, mais chaque joueur a été rencontré cet hiver, puis le sera cet été pour un petit bilan, puis pour dire un petit peu voilà ce qui va bien, voilà ce que tu peux améliorer pour la suite. Ça a donné des très bons résultats cet hiver. Alors je parle de résultats, ce n'est pas résultats sur le terrain nécessairement, ce n'est pas les victoires qui sont notre critère principal. Ce qu'on regarde, c'est la qualité de jeu, c'est l'implication des joueurs dans les activités, comment est-ce que quand les joueurs se présentent sur le terrain, nous on les ressent. Est-ce qu'ils sont là à 100%, ils s'engagent à 100%? Est-ce qu'ils sont là juste pour le côté social? Est-ce que tout ça? Donc on a senti que l'implication des jeunes était vraiment, vraiment meilleure cet hiver grâce à ça. Également, en termes... Ça avance un peu vite. La cohésion est meilleure entre tous les joueurs ou joueuses d'une même génération. Avant ça, on avait un vrai clivage D1, D2 qui était difficile un petit peu à combler ou à faire disparaître. Maintenant, tous les jeunes se connaissent, tous les jeunes s'apprécient. Donc on a plus ce clivage-là et c'est très positif pour la génération. Et en plus, cet hiver, on a commencé à favoriser, pour les meilleurs joueurs d'une génération, on a commencé à favoriser des activités, que ce soit des matchs, que ce soit des pratiques, des activités dans la catégorie supérieure. Alors, on ne parle pas de surclassement parce que les jeunes ne font pas la saison complète, mais c'est des petites activités pour les meilleurs avec les plus vieux. C'est bon pour leur développement parce qu'ils jouent à leur niveau,
mais c'est aussi très bon pour leur génération, parce que tout ce qu'ils apprennent avec les plus vieux, ils le ramènent ensuite dans leur propre catégorie d'âge, puis ça booste un petit peu c'est bon pour toute l'équipe, toute la génération. Notre façon de faire, nous-mêmes comme club, puis ça se fait dans beaucoup d'autres clubs. Avant, c'était beaucoup d'exercices très répétitifs, mettons face à face, on se fait 50 passes de suite. On a un petit peu changé ça dans les 2 dernières années. On favorise maintenant beaucoup les formes jouées, donc les formes de match. Pas nécessairement des gros matchs à 7 contre 7, mais des matchs sous forme réduite, des 2 contre 2, des 3 contre 3, des 3 contre 2, des choses comme ça. Et donc ça favorise vraiment la notion de choix, la notion de prise de décision. Et d'ailleurs, tout notre projet de jeu, que je vous présenterai plus tard, est basé sur apprendre à l'enfant à prendre les bonnes décisions par rapport à la situation dans laquelle il se trouve confronté. Et évidemment, si on parle de choix, de décision, cette phase-là est très importante. Les adultes ne sont pas là pour créer la solution à l'enfant. Les adultes, c'est vous, c'est nous, c'est les entraîneurs, c'est les parents. Mais par contre, on est là pour questionner l'enfant, le faire réfléchir. Là, j'insiste beaucoup là-dessus. Le processus de décision, c'est beaucoup de choses qui se superposent. Je regarde, j'interprète, je décide, j'exécute, j'évalue, puis c'est sans cesse en évolution, sans cesse ces processus-là se succèdent. L'objectif, c'est vraiment de le laisser décider. En termes de prise d'information, le jeune est confronté à énormément de choses, adversaire, partenaire, espace, le temps, l'endroit sur le terrain, la fatigue, le moment du match. Donc tout ça, c'est hyper compliqué pour lui à gérer. Si en plus, il y a un coach et des parents qui lui créent des consignes, c'est très, très, très compliqué pour lui de jouer. Donc c'est pour ça qu'on prend le parti de le laisser appréhender lui-même toutes ces informations pour être capable de prendre des bonnes décisions. Donc c'est important de lui laisser une grosse part d'autonomie. Au niveau de notre projet de club, donc ça c'est la deuxième mesure qu'on vient de prendre, c'est tout récent, on a commencé à peine cet hiver. Je vais parler un petit peu d'autonomie, de compréhension du jeu, c'est ce qu'on veut faire à travers ce projet. On veut favoriser le développement de l'intelligence de jeu. L'intelligence de jeu, c'est quoi? C'est que l'enfant ait les bons comportements qui sont adaptés par rapport aux problèmes qui lui sont posés. Les problèmes, on l'a vu, c'est lié à toutes les informations qui lui sont amenées sur le terrain. Partenaires, adversaires, etc., etc. Et pour ça, l'autonomie, c'est un concept clé dans notre projet de jeu. Donc, il ne faudra pas vous étonner si vous voyez qu'un entraîneur parle peu pendant que les enfants jouent. C'est normal. C'est normal. Donc, ne pensez pas qu'on ne coache pas les jeunes parce qu'on en parle peu. On le fait exprès. Par contre, une fois qu'ils ont... Je prends l'exemple d'un match. Ils ont quitté le terrain, ils sont sur le banc, c'est leur tour d'aller remplaçant. Là, on va leur donner des feedbacks. Là, on va leur parler. La situation, tu as fait ça, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, comment, selon toi, quel a été le résultat, comment tu pourrais faire la prochaine fois, etc. Donc on va beaucoup les questionner. C'est pareil à l'entraînement. On va arrêter le jeu de temps en temps, mais on ne va pas arrêter le jeu toutes les 30 secondes dès qu'il y a une erreur. On va les laisser faire des erreurs. On trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. J'en reviens là. Laisser l'enfant se tromper, pour nous, c'est indispensable. C'est indispensable pour qu'il apprenne, et qu'il apprenne surtout à trouver les bonnes solutions. Pour ça, on ne cherche pas à tout corriger et tout de suite. On accepte que ça va peut-être nous faire perdre des matchs dans la saison. Peu importe. C'est pas ça l'important. C'est pas de gagner des matchs importants. C'est qu'ils apprennent à bien jouer. Et là, on va vous demander de l'accepter aussi. Si nous, comme club, on l'accepte, on vous demande de nous accompagner là-dedans. Le projet de jeu, donc là, on a une petite vidéo qu'on a faite à partir de cet hiver. Je vais vous la sortir. Donc ça, ce sont des matchs que je suis allé filmer cet hiver, des U9 à U12. Et on va vous expliquer un petit peu en quoi consiste le projet de jeu. Donc, je vais lancer la vidéo. Vous allez voir, là, il y a des images avec un terrain coupé en 2 ou 3 zones. C'est pas très visible sur la vidéo, mais c'est pas ça qui est important. On ne vous demandera pas de l'apprendre par cœur. De toute façon, vous allez le recevoir plus tard. Vous pourrez le consulter.
ce qui est important, c'est juste de bien lire ce qui est écrit pendant la vidéo. Donc ça, voilà. C'est juste pour vous donner un visuel. On découpe le terrain, zone 3, zone 2, zone 1. Donc là, excusez, je vais sortir ça. Donc là, l'exemple qu'on va vous donner, c'est zone 2, zone 1, comment on cherche à avancer avec des U11. Peut-être des parents qui vont être fiers, qui vont reconnaître leur enfant. Hein, M. Bernard? Donc là, on vous passe la vidéo une première fois à vitesse réelle, puis voilà, je vous laisse regarder les explications. Une situation qui peut paraître difficile avec 4 rouges pour un blanc. Souvent, on voit un enfant qui dégage le ballon en touche ou qui donne au gardien pour que le gardien dégage le plus loin possible. Et nous, on essaie d'enseigner autre chose. Donc, les joueurs qui se déplacent, ça libère des espaces pour être capable de faire des passes puis d'avancer ensuite. Donc là, on parle d'enfants de 10 ans. C'est quand même pas mal ce qu'ils arrivent à faire. Donc vous voyez qu'en 3 passes, on part d'en bas à gauche, on finit en bas à droite. En 3 passes, on a gagné 30 mètres. Plutôt que de dégager le ballon n'importe comment. C'est ce qu'on veut faire. Donc là, on a un autre exemple d'une séquence offensive. On est ici sur de la finition en zone 3. Là, on est avec des U12. Donc un an plus vieux que ce qu'on vient de voir. Donc on vous passe là aussi la séquence au complet. Et on vous laisse lire les explications. Quand on parlait de choix de jeu, le joueur fait le choix qu'il est en infériorité numérique, il doit trouver une solution autre pour essayer de marquer. Il va jouer avec un partenaire qui est derrière lui en soutien, qui est mieux placé, mieux orienté. Puis après, on a la créativité, une prise d'initiative individuelle pour réussir à marquer un but. Il élimine 2 joueurs sur un très bon contrôle de balle, et après il prend la décision de tirer au but. Donc là, on est encore avec des U11, donc un terrain divisé en 3. On est ici, on n'a pas le ballon, sur une séquence défensive, en zone 3 et en zone 2. Donc là, on a affaire à des jeunes de 10 ans, qui sont une équipe D2. Donc, comme quoi en D2, on peut faire des très belles choses. On est sur une séquence défensive, on n'a pas le ballon. Puis on voit qu'on vient de gagner le ballon ici, on gagne une bonne touche. Donc, je vais vous laisser lire les explications. Là, il y a un gros espace derrière nos joueurs. Tous les joueurs font des courses pour se replacer. Donc, les espaces entre les joueurs sont énormément réduits, ce qui empêche l'adversaire de faire des passes à travers nos joueurs. En cas de passe, c'est sûr qu'on intercepte un ballon, puis à un moment, on se décide d'avancer parce que c'est le bon moment, et on force ce joueur-là à arrêter d'avancer pour jouer sur le côté. L'attaquant oriente le défenseur adverse qui est en possession vers la touche et ça lui permet de gagner le ballon. Cette séquence est intéressante parce qu'on entend souvent crier pression, pression. C'est tout l'inverse qu'on vient de vous montrer. Donc on n'essaye pas nécessairement de mettre la pression tout le temps et n'importe comment, on essaye de faire d'autres choses. Ici, on parle d'enfants de 7 et 8 ans, des U8 et des U9. La caméra a bougé un petit peu sur la fin, c'est moi qui filmais, mais j'étais tellement excité par le but que j'ai enlevé le son, mais je suis quasiment en train de crier de joie sur le but.
Donc là, les jeunes, ça entre dans la zone 2, donc là, dans la moitié de terrain offensive, de façon collective, par une passe. Ils se retrouvent en supériorité numérique, à 2 contre 1, 2 blancs pour un rouge. Il y a un appel de balle, il y a le porteur de balle qui avance et qui fait une passe au dernier moment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la conviction de ce joueur-là qui s'engage à fond dans son action pour marquer le but. Donc on parle d'enfants de 7 et 8 ans. Donc ça peut donner des très belles choses, même pour des très jeunes. Voilà. Donc voici quelques exemples de comportements qu'on a mis dans notre projet de jeu, type de comportement qu'on va enseigner à nos jeunes. Voilà. Cette vidéo sera disponible sur notre site. Alors, la séance d'orientation de niveau, le chapitre suivant, ce qu'on appelait avant les camps de sélection. Pourquoi on a changé de nom? Camp de sélection, dans l'idée de beaucoup, c'était qu'on coupait puis qu'on retranchait des joueurs. On ne coupe personne, on ne retranche personne, c'est juste qu'on oriente chaque joueur à son niveau. Tous les joueurs vont jouer cet été, que ce soit dans le local, dans le A, dans le 2A ou dans le 3A pour les plus vieux, tout le monde va jouer, on ne coupe personne. Donc on oriente chaque joueur vers son niveau. C'était vraiment important à nos yeux que ce terme-là apparaisse. Donc en termes de nombre de joueurs, soccer à 7, donc c'est une 9-10, entre 11 et 14 joueurs par équipe. Soccer à 9, c'est les 11 ou 12, entre 13 et 15 joueurs, puis plus tard entre 14 et 18 joueurs quand ils seront à 11. Comme je disais, notre objectif c'est de placer les jeunes à leur niveau. Au niveau du déroulement, ce sera 2 séances terrain assurées, avec un maximum de 3 séances. L'horaire, normalement, je pense que tout le monde l'a déjà vu. Il y a des tests techniques qui commencent dimanche, qui sont additionnels pour les U9 à U11, additionnels aux 2 ou 3 séances terrain. Tout le monde a bien eu l'horaire des tests de dimanche, c'est bon? Parfait. Selon les catégories, U9 à U11, on ne tient pas compte du poste. De toute façon, les joueurs vont jouer partout durant l'été. Défenseurs, gardiens, milieu, attaquants, ils vont jouer partout. Et à partir de U12, on commence à réfléchir un petit peu au poste par poste. On commence seulement. Évidemment, les joueurs qui jouent à l'année, qui jouent hiver et été, à talent égal, seront priorisés sur ceux qui ne jouent que l'été. Les diffusions des choix pour les U9 et U12, on vous l'annoncera directement. À partir de U13, on l'annonce directement aux joueurs, mais jusqu'en U12, c'est à vous qu'on le dira. Qu'on consulte les entraîneurs des séances précédentes. Comme je vous disais, on a fait beaucoup de suivi cet hiver. C'est pas vrai qu'on va tout remettre à zéro parce que les camps de sélection arrivent. On va se servir des suivis qu'on a fait pour déjà commencer nos séances d'orientation de niveau. On ne remettra pas tout à zéro, ce serait pas très logique, ce serait pas très juste. Parce qu'il y a un gros travail qui a été fait cet hiver de la part des jeunes. En termes de mouvement de joueurs, rapidement là je vous limite à tout. Les joueurs ont le droit d'aller jouer où ils veulent. On peut recevoir des joueurs qui ne sont pas de notre club. Pour un motif qu'on estime recevable, on peut se donner le droit de refuser un camp de sélection à un jeune. Ça, c'est toujours à voir avec l'autre club de provenance. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des joueurs peut-être de l'extérieur dans des catégories de vos enfants. C'est très simple, on a droit à 2 joueurs par feuille de match, 2 joueurs qui viennent de l'extérieur par feuille de match, de U9 à U12. Un sujet qui est important, le rôle du parent. Guylaine Dumont devait être là ce soir. Guylaine Dumont elle ne pourra pas être là pour des raisons personnelles. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Guylaine, déjà c'est une maman d'une petite fille U11 du club. Guylaine, c'est une ancienne athlète olympique en volleyball. Et elle travaille notamment beaucoup là, dans tout ce qui est motivation, tout ce qui est psychologie.
psychologie, accompagnement des sportifs, des jeunes, tout ça. Donc elle devait nous présenter quelques diapos là-dessus. Je vais le faire parce qu'on l'a travaillé ensemble, donc je connais bien le contenu. Mais malheureusement, elle ne sera pas là. Donc, le rôle des parents dans le soccer à l'ASCO, un point qui nous paraissait très important, c'est laisser l'enfant faire l'apprentissage de ses émotions. Le sport, le soccer, va faire en sorte que votre enfant va vivre des émotions. Des émotions comme apprendre à perdre, apprendre à gagner, le goût de l'effort, le plaisir, le travail récompensé, la frustration, etc., etc. Il va passer par tout un tas d'états, positifs ou négatifs pour lui. Je pense que comme adulte, on doit le laisser vivre ses émotions et on doit l'accompagner dans ces émotions-là. Il faut essayer de comprendre ce qu'il ressent, discuter avec lui, mais il ne faut pas avoir peur qu'il soit en colère, il ne faut pas avoir peur qu'il soit très joyeux. Il faut l'écouter, être à son écoute, puis être auprès de lui, comme coach, comme club, mais comme parent aussi. Très important de le laisser vivre ça. Ce qui est important, c'est ce que l'enfant ressent, ce n'est pas le résultat du match. Donc un exemple qu'on pourrait prendre, c'est plutôt que de demander est-ce que tu as gagné, est-ce que tu as marqué, plutôt demander qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce que tu peux améliorer, est-ce que tu t'es amusé, est-ce que tu as pris du plaisir. Donc je pense que c'est important quand on reprend contact avec son enfant après un match, après une pratique, se concentrer sur ces ressentis-là et pas se concentrer sur uniquement le résultat. Ça va permettre à l'enfant d'avoir un regard plus objectif sur lui-même, sur sa pratique, sur son évolution. Il va se juger autrement que seulement je suis bon, je suis mauvais, parce qu'il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en compte là-dedans. Questionner l'enfant, ça va lui permettre de prendre conscience de lui-même, de prendre conscience de son niveau, d'apprendre à se juger lui-même, et ça va être important. C'est ça qui va l'aider ensuite à prendre du recul, puis ça va lui permettre de mieux progresser ensuite. C'est important comme parent de prendre le temps de discuter, d'organiser un petit débat avec votre enfant, parler de ressenti, ses attentes, ses besoins. Qu'est-ce que tu attends du soccer? Pourquoi tu joues au soccer? Qu'est-ce que tu ressens quand tu gagnes, quand tu perds? Il faut lui permettre comme parent de penser différemment de vous et il faut l'autoriser à ne pas être l'enfant parfait. L'enfant reçoit beaucoup de pression pour être bon au niveau académique, bon en ci, bon en ça. Le soccer, comme je disais, il faut le laisser apprendre à perdre aussi. Il faut accepter qu'on puisse perdre. Donc l'enfant ne sera jamais parfait dans le soccer. Le soccer, c'est très très long d'apprendre à bien jouer. Même des jeunes joueurs seniors ne sont pas encore parfaits, loin de là. Donc l'apprentissage n'est jamais terminé en soccer. Donc c'est important de laisser l'enfant faire des erreurs et de ne pas attendre qu'il soit tout de suite un professionnel. Ça, c'était la partie de Guylaine qui je trouvais très, très, très intéressante. C'est elle qui m'a amené ce point-là, auquel, pour être honnête, je n'avais pas pensé. C'est aussi une source d'émotion pour les parents. Comme parents, il faut s'attendre à vivre des émotions comme l'impuissance, l'impatience, l'inquiétude. L'impuissance, c'est on regarde l'équipe de son enfant qui perd, puis on aimerait qu'il gagne. Son enfant fait des erreurs, on aimerait qu'il n'en fasse pas. L'impatience, c'est peut-être en fin de match, on considère que son enfant devrait faire gagner le match, puis malheureusement, c'est son tour d'aller sur le banc. Donc il ne terminera pas le match. C'est peut-être pas lui qui fera gagner l'équipe. C'est l'équipe qui vient de perdre 2 matchs de suite, puis on aimerait qu'il gagne. Il faut faire preuve de patience, inquiétude. Est-ce qu'il va jouer en D1? Est-ce qu'il va jouer en D2? Est-ce qu'il va jouer dans le local? Des choses comme ça. Donc ça aussi, comme parents, c'est important d'apprendre à vivre ces émotions-là, qui sont importantes, qui ne sont pas négligeables. C'est pour ça que nous, comme club, c'est important qu'on en tienne compte aussi. Une prise de conscience est indispensable. Par exemple, il faut savoir se connaître, apprendre à se connaître. Si on est, Pierre parlait des arbitres tout à l'heure, on sait qu'on peut être agacé un petit peu facilement envers les arbitres, il faut le savoir. Si on sent que c'est injuste une décision arbitrale, il faut apprendre à se connaître. Puis il faudra apprendre à se maîtriser ensuite.
il est important de remettre les choses en perspective. Ne pas oublier qu'un arbitre, c'est un être humain, souvent un jeune être humain, de 13-14 ans, comme disait Pierre. Donc, il ne faut pas s'en prendre à l'arbitre. C'est un exemple. Les solutions envisagées, ça, encore une fois, c'est Guylaine qui m'a donné ces solutions-là. Ne pas hésiter à demander à un autre parent de commenter son propre comportement. Si jamais vous savez que vous avez tendance à vous énerver pour X raisons pendant les matchs, pendant les pratiques, n'hésitez pas à parler à un autre parent que vous connaissez bien, puis lui dire, si jamais un jour je me comporte comme ça, j'aimerais que tu me le dises. Fais-moi un petit signe, fais-moi une petite tape sur l'épaule, puis préviens-moi, attention, là tu dépasses les bornes. Avoir affaire à un autre parent, je pense que c'est aussi un moyen de bien se calmer. Mylène aussi m'a dit, on peut conseiller aux parents d'aller prendre une petite marche, d'aller respirer un petit peu l'air frais pendant un match. C'est le meilleur moyen de se calmer et de prendre ça plus relax. Voilà, des solutions, il en existerait plusieurs, mais on ne s'attardera pas trop là-dessus. Mais respirer un grand coup, ça fait souvent du bien. Ou tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler à un arbitre, à un entraîneur, à un joueur, ça fait du bien. Un point aussi important, là aussi c'est Guylaine qui vient en parler, soutenir sans tomber dans la surprotection ou le co-entraînement. Ça c'est une étude, c'est pas nous qui l'inventons. Une étude, bon la source est écrite en petite, mais c'est pas nous qui l'avons inventée. Une relation positive entre l'enfant et le parent l'aide à se sentir plus performant dans sa discipline, bien et plus performant. Donc un parent, il faut le soutenir de façon inconditionnelle, l'encourager. Cela permet de développer la confiance, la motivation et les relations sociales. Mais à l'inverse, une relation qui ne serait pas positive entre l'enfant et le parent, comme une surprotection, ne pas accepter que l'enfant fasse des erreurs, ne pas accepter que l'équipe puisse perdre des matchs, donc on surprotège l'enfant. On ne veut pas que l'enfant vive des échecs, ou le co-entraînement vis-à-vis de l'entraîneur. Moi, comme parent, vu que j'ai déjà coaché, ou mon enfant, ou que j'ai déjà coaché plus tôt, je connais mieux l'entraîneur, donc c'est moi qui vais expliquer à mon enfant quoi faire. Ça, c'est prouvé dans cette étude-là que ce genre de comportement détériore la progression de l'enfant. Donc il faut être très attentif à ces deux choses-là, ne pas surprotéger l'enfant et ne pas prendre la place de l'entraîneur. C'est des choses qui sont pas du tout recommandées. Les tâches d'un parent, c'est la première fois qu'on vous présente ça. On a mis des choses à faire, des choses à envisager, puis des choses à ne pas faire. Dans les choses à faire, je vous laisse lire tranquillement, mais appuyer son enfant, assister régulièrement aux activités, acclamer, encourager, coéquipiers, adversaires et votre propre enfant. Donner l'exemple de la maîtrise de soi. Apprécier et remercier les arbitres. Excusez, je reviens en arrière. Encourager l'engagement, le travail d'équipe, le respect, la ponctualité. Manifester de l'appréciation à l'égard des entraîneurs et des bénévoles. Encourager votre enfant à se dépasser, à exceller. Trouver des moyens de faire en sorte que le sport reste amusant et être le fan le plus enthousiaste de votre enfant. Des choses qui ne sont pas très compliquées à faire. À envisager, un petit peu plus compliqué. Écoutez votre enfant pour comprendre sa motivation. Je parlais tout à l'heure d'organiser un petit débat avec votre enfant, de lui parler, lui comprendre comment il vit son soccer. Ça en fait partie. Demandez aux autres parents de commenter votre comportement pour s'améliorer. S'entraîner avec votre enfant à la maison, jouer avec lui et avec plaisir. Lorsqu'un autre parent, entraîneur ou spectateur se comporte mal, ne pas hésiter à en parler, se porter volontaire pour amener de l'aide et ne pas se précipiter lors des étapes amusantes. Laissez-le être un enfant, ce n'est pas un professionnel, laissons-les s'amuser. À ne pas faire. C'est la première fois qu'on demande de ne pas faire certaines choses. Là, par contre, je vais les lire, je trouve ça important. Donc, vous laissez emporter par vos émotions. Criez des conseils, des critiques à votre enfant ou à d'autres personnes. Demandez à votre enfant de se comporter d'une certaine façon et vous de ne pas donner l'exemple. Comparer son enfant aux autres enfants. Axer l'expérience du sport uniquement sur la victoire. Ne pas traiter votre enfant de la même façon quand il perd ou quand il gagne. Vous devez traiter de la même façon. Saper l'autorité de l'entraîneur et profiter du retour à la maison pour critiquer votre enfant
la voiture. Oh, petite faute, c'est la voiture. Donc ça, je vous laisserai méditer là-dessus, à tête reposée. Quelque chose que vous allez avoir dans les sacs d'équipe, que les entraîneurs vont vous distribuer, des petits conseils. Là aussi, je ne l'ai pas inventé. C'était un mix de plusieurs documents que j'ai trouvés. Donc 10 commandements pour vous aider à prendre du recul. Je rappelle que mon enfant fait du sport pour son plaisir et non le mien. Je le sensibilise au fait qu'il y a toujours une possibilité d'évolution. Je ne critiquerai jamais mon enfant sur une erreur ou une défaite. Point 4. Je vais respecter les coéquipiers de mon enfant, les adversaires arbitres, les bénévoles, etc. Je ne transfère pas mes envies de réussite ou ma carrière rêvée sur mon enfant. Je respecterai l'entraîneur bénévole qui donne de son temps pour mon enfant. Je lui ferai confiance quant à ses compétences. Point 7. Je n'oublierai pas que mon enfant n'est pas un professionnel miniature. Il ne peut pas être évalué avec les mêmes critères qu'un professionnel. Mon enfant n'est pas responsable de mes propres frustrations en cas de non-réussite. C'est à moi de gérer mes propres états d'âme. J'aime mon enfant de façon inconditionnelle. Et le dernier, très important, je laisse à mon enfant un espace d'autonomie et de développement. Donc des choses qu'on vous remettra, on peut appeler ça un code de parents, des choses qu'on recommande pour qu'on aille tous dans la même direction. C'est vraiment l'objectif, que nous comme club, comme entraîneur, puis nous comme parents, on aille dans la même direction, que vous nous accompagniez dans notre travail. On a conscience que vous allez être nos meilleurs alliés pour le bien de vos jeunes. Ça, c'est les sources. Donc, je me suis servi. Je vais laisser la parole à Pierre qui a encore des petites choses à vous présenter. Merci Mathieu. Donc on va poursuivre avec quelques activités du club. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a présenté tout à l'heure au niveau de la culture du club. C'est des petites choses qui sont là depuis quelques années et qui nous tiennent à cœur. Cette année, l'école de soccer, pour une première fois, va se dérouler ici, sur le site du parc Renaud-Mayette. On considère que c'est une évolution par rapport au site qu'on avait depuis de nombreuses années à Saint-Nicolas, en termes d'accueil, en termes d'espace, puis d'infrastructure. Donc c'est une évolution pour nous et on espère qu'on va redynamiser l'école de soccer. Le soccer pour adultes, une activité de plus en plus populaire. Pour votre information, il y a des feuilles d'inscription en arrière, d'accord? Donc c'est tous les mercredis. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent ici à cette activité-là et c'est très populaire. On était l'année dernière une cinquantaine. On organisait des matchs avec d'autres sports dans la région. Entre autres, on était à la Haute-Saint-Charles. Donc c'est très plaisant. Cours de gardien de but. On a la chance d'avoir une ressource en la personne de Mathieu Michel qui prend en charge ces activités-là l'hiver, l'été. Donc encore une fois, une activité qui prend de plus en plus d'importance au club et le rôle du gardien de but sur le terrain est primordial. Le SASCO, donc le soccer adapté, donc c'est une activité pour les enfants ayant une déficience intellectuelle ou physique. Encore une fois, il y a des formulaires d'inscription en arrière. Si vous connaissez des enfants, n'hésitez pas à les référer. C'est pour l'encadrer depuis quelques années, c'est très plaisant et c'est une belle source de motivation et ça nous aide beaucoup aussi en tant qu'adultes de progresser. On va aussi développer le soccer en fauteuil motorisé. Encore là, si vous connaissez des gens qui sont en fauteuil, ils ont la possibilité de développer, de faire du sport entre guillemets, de bouger, puis de vivre des émotions, puis de se sentir au sein d'une équipe. Donc on a une activité découverte le 22 avril, 13h30, 15h30 au gymnase de l'Aubier. On organise ça avec une association communautaire de beaux-parents. Il y a des jeunes de Montréal qui vont venir jouer. Quelques infos pratiques sur la saison, des jours de match. Donc c'est des choses qui sont disponibles sur notre site internet, des petits rappels. Avec le vendredi comme deuxième journée de match du 14 et le samedi. Donc ça c'est disponible sur notre site, vous pourrez le revoir.
Quelques dates importantes, le camp préparatoire au lac Beauport, 6-7 mai, début de la saison, le 13 mai. La finale de club des Jeux techniques, c'est une date qui va être à venir. Et vers la fin de la saison, il y aura des activités régionales pour le dépistage des joueurs, donc le 19 août, donc sous forme de festival, plusieurs matchs contre d'autres équipes avec des entraîneurs de la RSQ qui vont dépister vos jeunes. Grosse évolution, gros changement cette année. On va renouveler les chandails. On ne jouera plus en blanc. On va revenir au bleu marin, donc on change aussi de fournisseur. On revient chez Sport Contact. Donc vous allez avoir des détails dans les prochaines semaines. Tout va être dévoilé début avril lors d'une conférence de presse où on va, avec nos nouveaux partenaires, dévoiler les chandails. Et vous allez avoir aussi des procédures très claires pour acheter le stock, tout ce qui est bas, short. Puis vous allez avoir une ligne de vêtements pour les rapides. On pourra aussi commander les affaires en ligne, mais on va privilégier des commandes d'équipe pour que vous puissiez bénéficier de rabais assez intéressants. Ça fait le tour pour moi. On voyait nos partenaires, donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutiennent. Ça prend différentes formes et c'est vraiment important pour nous. On peut parler de la ville de Lévis, un nouveau partenariat aussi avec Desjardins, donc c'est des personnes qui sont importantes pour nous, qui font bénéficier l'ensemble du club et surtout les jeunes. Ça fait le tour pour nous. Si vous avez des questions, on va prendre quelques minutes pour y répondre. Ensuite de ça, je vais garder les nouveaux, ceux qui sont nouveaux dans le club, pour une petite présentation qui va durer à peine 5 minutes pour leur présenter un petit peu le club avec quelques chiffres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Pas de questions. Je sais que les membres de l'ADT vont être disponibles à l'entrée pour peut-être des questions.